Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Merci beaucoup d'être venus malgré le déplacement de la grève, malgré, bon, le temps ça va, mais apparemment il y a des problèmes de métro. Donc bienvenue au Collège Belgique pour ce véritable, si je ne me trompe pas, dernier événement de l'année 25. Et donc pour information pratique, le programme du semestre prochain sera publié demain pour celles et ceux que ça intéresse. Alors juste pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Hugo Rodriguez, je suis le responsable de la bibliothèque du Conservatoire Royal de Bruxelles et je suis aussi membre du Collegium, donc en quelque sorte l'Académie junior en tant que musicologue. Et j'ai le très grand plaisir et la grande joie d'accueillir aujourd'hui Federico Lazzaro, qui nous vient de l'université de Fribourg en Suisse. Il est professeur ordinaire là-bas. Alors, en un mot, sa spécialité, c'est l'histoire culturelle de la musique en France, sous la Troisième République, donc 1870-1940, grosso modo. Ce qu'on entend par là, en gros, c'est l'idée d'étudier la musique dans différentes sphères de la vie sociale et culturelle pour essayer de regarder un petit peu comment, en fait, à travers la musique, on peut essayer d'éclairer les pratiques, les phénomènes de la modernité occidentale, savante, mais pas seulement. Alors Federico s'est plus particulièrement concentré sur quelques phénomènes culturels, l'émigration artistique, la presse, le sport et la technologie, en allant regarder un petit peu comment la musique s'immisce, est perçue, représentée, quel rôle elle joue dans toutes ces différentes sphères sociales. Mais avant ça, il a eu une formation, un parcours multiples. Et alors, il se cite, je le cite lui-même sur le texte qu'il présente sur son université, il dit qu'il est guitariste de formation, contrebassiste manqué et compositeur déçu par ses œuvres, ce qui est une manière très sentimentale de se présenter. Je trouve que ça colle très bien avec l'un des mots du titre qu'il a mis pour sa conférence. Puis après, il a obtenu non pas un, mais deux doctorats en musicologie à l'université de Pavie en 2011 et à l'université de Montréal en 2015, car oui, ça ne se voit pas, mais il a un côté québécois caché. Il a fait des post-doctorats à McGill et à l'université d'Ottawa. Il a aussi été chercheur-visiteur au laboratoire de musicologie de l'université de Bruxelles, où j'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a quelques années de ça. C'était avant le Covid, hein, comme ça on parle comme ça aujourd'hui, hein, pour savoir quand c'était avant ou après le Covid. Et il a été membre de l'OICRM, qui est l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique à Montréal, qui est un peu une espèce de Silicon Valley de la recherche en musique française à Montréal. C'est vraiment une pépinière de talents sur la question de la musique en France. Il a aussi des activités éditoriales. Il a eu des responsabilités dans diverses revues, comme les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique, la revue musicale OICRM et la revue italienne Gli Spazi della Musica. Et alors, au niveau de ses publications, il est l'auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages, collectifs ou individuels. Alors, une monographie qui s'appelle « École de Paris en musique 1920-1950, identité, nationalisme, cosmopolitisme » chez Vrin en 2018, et plusieurs collectifs sur les sujets d'histoire culturelle de la France sous la Troisième République. Je citerai le tout dernier qui vient à peine de sortir, qui s'appelle « Presse et musique en France, lieu, modalité, interaction, 1890-1940 », coédité avec Michel Duchesneau, donc toujours chez Vrin. Et au niveau de ces articles, je vous recommande un article tout à fait savoureux sur les JO, la musique dans les JO 1924 à Paris, aussi sur les liens entre musique et aviation, les musiques aéronautiques. Et ça nous amènera à Ravel. Il a déjà commis un article sur Ravel, en particulier sur les chansons madécasses. Et sans plus attendre, je lui laisse la parole pour cette conférence intitulée « De Schubert à Ravel, les valses nobles et sentimentales et les faux modèles du néoclassicisme ». Merci Federico. Merci beaucoup Hugo, et merci pour votre présence, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici parmi vous. Surtout que comme Hugo le mentionnait, j'ai vécu une année à Bruxelles, donc j'ai un petit attachement à la ville. Je remercie aussi M. Quentin-Runis qui s'occupait de l'organisation de cet événement, et son aide était vraiment précieuse. Donc dans cette conférence, je vous propose d'interroger le rapport de Ravel avec le passé musical. Et on va le faire à travers une œuvre de 1911, c'est Valses nobles et sentimentales. Il s'agit d'une suite de 8 valses pour piano
qui nous permettra deux développements. De premier abord, on va chercher d'esquisser un essai d'esthétique des titres chez Ravel. Donc, regardez un petit peu quel est le rapport entre le titre et l'œuvre, quelles associations intertextuelles suscitent les titres, quelles attentes musicales suscitent ces titres. Dans un deuxième temps, on va formuler quelques propositions pour mieux encadrer ce qu'on appelle généralement le néoclassicisme musical. Donc, les valses nobles et sentimentales seront un prétexte pour suggérer des angles d'attaque à la musique de Ravel en général. Parce qu'en fait, on fête cette année les 150 ans de la naissance de Ravel et le 100e anniversaire de son élection comme membre associé de l'Académie de Belgique. Voilà pourquoi cette conférence sur Ravel. Mon propos sera organisé en 4 sections. Ravel l'absinthe, Schubert l'absent. Ceci est une pipe, classic but no cigar. Imaginons d'être à Paris le 6 mai 1911. On sort de la maison, on achète un journal au kiosque et on trouve l'annonce suivante. Société musicale indépendante. Le 13e concert de la SMI aura lieu mardi prochain à Salgavo à 9h. Il mérite une attention toute spéciale en raison de sa véritable originalité. Et tout d'abord, précisons-la, le programme de ce concert ne mentionnera point le nom des auteurs. Les titres des œuvres, les noms des interprètes seront seuls indiqués. Au public sera laissé le soin de pronostiquer la personnalité de chaque compositeur. Une sorte de bulletin de vote fera donc connaître sur ce point l'opinion des auditeurs. Le lendemain de la séance, le comité de la SMI publiera le programme complet dans divers grands journaux. Il s'agissait, dans tous les cas, des premières exécutions. La Société musicale indépendante avait été créée une année auparavant, en 1910, et Ravel était parmi ses cofondateurs, afin de promouvoir la musique des jeunes compositeurs. Parmi les morceaux proposés de façon anonyme, il y a une suite de 8 valses nobles et sentimentales, jouées par Louis Aubert. Louis Aubert, qu'on voit ici dans cette photo d'une des séances de lecture de la nouvellement créée Société musicale indépendante. Et on reconnaît la magnifique moustache blanche de Gabriel Fauré au piano. Et il y a aussi, évidemment, Ravel. Écoutons la première et la 13e de ces valses nobles et sentimentales. Maintenant la 3e, par contraste.
Le public est perplexe. Dans le bulletin de vote, on lit Erik Satie, Zoltán Kodály, plusieurs siffles, surtout certains supporters historiques de Ravel qui commencent à ridiculiser ces pages devant le compositeur qui était dans la loge avec eux, sans deviner évidemment que ces valses nobles sentimentales étaient du Ravel même. Émile Viermoz, qu'on voit dans cette même photo, écrit « Lorsqu'ils entendirent cet ouvrage exécuté avec un sérieux imperturbable par Louis Aubert, les flagorneurs habituels du compositeur se mirent à ricaner et crurent lui faire leur cours en dénigrant férocement ces pages ridicules. Stoïque, mais vraisemblablement un peu amer, Ravel recueillit silencieusement ces sarcasmes. Le public de la Société musicale indépendante était bien sûr composé de snobs avec le goût mondain pour les artistes à la page, mais pas trop d'oreilles. L'exercice du 6 mai, c'est pas gagné pour eux. Et d'ailleurs, en début, c'était de démasquer leur incompétence. Mais il y avait aussi plusieurs musiciens et critiques musicaux, proches amis de Ravel. Michel Dimitri Calvoucoressi, qu'on trouve dans ce tableau avec Ravel dans le salon de Sipa-Godebski, donc musicologue, qui connaît Ravel depuis 1898, et ils étaient proches, dans les lettres il s'appelle « mon vieux ». Eh bien, se fait notamment remarquer pour avoir complètement raté l'exercice. Il aurait dit à Aubert, le pianiste, « Merci de nous avoir présenté un tel chef-d'œuvre. La SMI et vous-même avez été victime d'un jeune farceur. Ce jeune compositeur a maladroitement contrefait les valses de Chopin. » Et pourtant, Calvo, comme il était appelé par les autres Apaches, ces groupes de musiciens, critiques, poètes, qui avaient notamment supporté le Péléas et Mélisande de Debussy en 1902, et qui étaient des supporters donc, de la musique d'avant-garde. Mais Calvo connaissait très bien la musique de Ravel. Écoutez ce qu'il écrit au critique lyonnais Léon Vallas en 1908, à propos de Alborada del Gracioso, un des mouvements des miroirs qui lui était dédié. Je le cite. « J'ai fort souvent entendu l'Alborada de Ravel, exécutée par Ricardo Vignès, qui est le pianiste dans ces mêmes tableaux. Parfois, j'étais à côté du piano, voyant les mains, ce que ce tableau, effectivement, nous montre. Je suis donc sûr qu'il exécute ce qu'il écrit. Je vous certifie que toutes les fois où je fus présent, les glissandos en tierce ou quarte furent exécutés par lui et d'une seule main. Bref, on voit bien qu'il connaît son Ravel, et dans les détails qui plus est. Je vous fais écouter un fragment de cette Alborada del Gracioso pour vous montrer que finalement, il y a certains traits en commun avec la première des valses nobles sentimentales qu'on a écoutées. Donc, certes, c'est une pièce d'inspiration espagnole, mais si on regarde un petit peu les deux partitions, une à côté de l'autre, on voit que d'un côté, on marque sec, de l'autre côté, on marque très franc. Donc, il y a ce caractère d'attaque un peu sec, un peu franc. Et dans les deux cas, je les ai mis en jaune. Il y a plein d'accents dans des endroits où normalement il ne devrait pas être. C'est-à-dire que Ravel, dans les deux cas, accentue les temps faibles et produit un effet un peu boiteux. L'Alborada del Gracioso, comme je vous ai dit, fait partie d'un recueil qui s'intitule Miroir.
qui héberge des pièces très différentes. La deuxième, Oiseau triste, a beaucoup en commun avec l'esthétique des préludes de Debussy. Donc c'est un autre univers par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Par son effet évocateur, son caractère suspendu, son attention à la sonorité de chaque geste et aussi à la répétition, la duplication de chacun des gestes, ce qui était une caractéristique de l'écriture débussiste. Et on pourrait retrouver ces mêmes caractéristiques dans la troisième valse noble sentimentale qu'on a aussi écoutée. Vous voyez, dans les deux cas, on est pianissimo, très doux d'un côté, léger de l'autre, sur la même tessiture, la même hauteur des notes, avec ce si bémol d'un côté et si, toujours la même hauteur, plus ou moins répétée, autour de laquelle se déroule la mélodie, et avec une répétition des phrases, des gestes musicaux. Je fais écouter le début. Qu'est-ce que cette petite comparaison nous enseigne? Que d'un côté, il y a des points en commun entre les valses nobles sentimentales et d'autres pièces pour piano de Ravel, donc ce n'était pas impossible de le reconnaître. Et de l'autre, par contre, ça nous enseigne aussi que la production de Ravel est extrêmement variée, diversifiée. On passe des pièces complètement différentes l'une de l'autre. Et il n'est donc pas faux de se demander à quel point même un connaisseur des œuvres pour piano de Ravel pouvait être en mesure de reconnaître les styles du compositeur, vu que ces styles se déclinaient en des résultats si variés. Donnons encore quelques exemples de pièces pour piano parues avant les valses nobles sentimentales. En la même année 1905 où sont parus les miroirs, Ravel publie une sonatine qui se situe dans un univers encore différent. Le titre, sonatine, sa forme en 3 mouvements, dont un menuet, font explicitement référence au XVIIIe siècle, Haydn, Mozart. Pourtant, à l'écoute, nous sommes entièrement au XXe siècle. En 1909, c'est le tour d'un cycle encore plus déroutant, Gaspard de la Nuit. Le titre fait référence explicitement au romantisme gothique d'Aloysius Bertrand. Il s'agit de 3 pièces très longues, Ondine, Le Gibet et Scarbeau. Le dernier mouvement, Scarbeau, présente une conception symphonique du piano inspirée par Liszt et qui est complètement différente de ce qu'on a écouté de Ravel jusqu'à maintenant.
avec le cycle suivant, Ma mère Loi, suite de pièces enfantines pour piano à 4 mains complétées en avril 1910, on est encore ailleurs, dans les mondes des contes des fées du XVIIe siècle, Perrault, Madame d'Aulnoy. On retrouve l'exotisme pentatonique de l'Hédéronette, impératrice des pagodes, et on retrouve aussi la première valse pour piano composée pour Ravel, les entretiens de la Belle et la Bête. On va écouter les débuts. On verra que la Belle a une phrase à la main droite, donc une phrase plus aiguë, et la Bête répondra avec une phrase grave à la main gauche. La Bête. Maintenant. Bref, si Ravel est si multiforme, entre musicologues, on dit souvent qu'il met des masques. Comment reconnaître sa touche derrière une pièce intitulée Valse noble et sentimentale? Dans son esquisse autobiographique qu'il rédige en 1928, Ravel affirme tout de même que la paternité des valses lui fut reconnue à une faible majorité en 6 mai 1911. Ravel, ce roi des masques, ou comme le disait son biographe Roland Manuel, champion de l'imposture, était probablement fier de son coup. L'absence des repères immédiats reliant ces pièces inédites au compositeur est son arme secrète. Comme un verre d'absinthe, la musique de Ravel peut faire voyager les esprits qui l'écoutent dans le temps et dans l'espace. Mais, attention, parce que Ravel, l'absinthe, n'est pas pour autant absent. Désolé, je n'ai pas pu résister. La preuve, si on se fie à son témoignage, certains l'ont reconnu, derrière ces valses, à une faible majorité même. En fait, les oreilles les plus fines ont probablement reconnu comme ravélien précisément les jeux de décalage entre le titre, valse noble et sentimentale, et la musique. Ravel était connu, pensez à la sonatine, pour créer des faux très faux. Donc, soit Ravel n'est pas du tout un bon faussaire, soit son style personnel est justement de partir d'un modèle pour se l'approprier. Ce qu'on appelle d'habitude une esthétique néo-classique, de déformation, ironique ou pas, d'appropriation. Si dans tous ces différents styles dans lesquels il s'exprime, Ravel reste reconnaissable, c'est qu'il choisit toutes sortes de masques, l'Espagne, le XVIIIe siècle, l'exotisme, le romantisme, mais il ne se déguise jamais entièrement. On voit bien que c'est Ravel qui se déguise en. Jamais on a l'impression que c'est l'original. Alors là, on va voir si vous me suivez. Lequel des deux est Ravel? Hugo. Celui de gauche. Bravo. Donc la petite fille est Ravel. C'est-à-dire, on reconnaît Ravel derrière les masques. Il ne met jamais le costume entier. Ravel choisit un style, un genre, une époque, et se déguise, mais Ravel reste toujours reconnaissable. Et il était connu pour appliquer cette attitude d'emprunt
détaché à toute époque et à tout répertoire. Il n'était pas du tout intéressé à l'authenticité, hein, mais il était intéressé à inventer à partir d'eux. Roland Manuel rapporte un propos du compositeur qui a dit « Trouvez un modèle, imitez-le. Si vous n'avez rien à dire, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de copier. Si vous avez quelque chose à dire, votre personnalité en apparaîtra magnifiée dans votre infidélité inconsciente. » La question maintenant est de savoir où nous font voyager les valses nobles et sentimentales. Quel décalage existe entre les titres, et donc les supposés modèles, ou du moins ce qu'en lisant les titres, on s'attend à être les modèles, et la réalisation concrète. Donc le titre fait une référence explicite à deux recueils de Franz Schubert. Les 12 valses nobles opus 12, publiés par Antonio Diabelli en 1825, et les 34 valses sentimentales opus 50, publiés par Tobias Haslinger en 1827. Remarquez que les titres ne sont pas de Schubert, ce sont les éditeurs qui les ont mis pour mieux vendre ces recueils. Mais on retrouve aussi une valse noble dans le carnaval de Schumann, que d'ailleurs Ravel orchestrera 2 ans plus tard pour en faire un ballet pour Nijinsky. On trouve aussi une valse sentimentale dans les 6 morceaux pour piano de Tchaïkovski, une référence qui n'a jamais été mentionnée parmi les sources probables de Ravel. Donc, voilà, des titres comme ça se trouvent un peu aussi dans le répertoire au-delà de Schubert. Et plus généralement, valse sentimentale est un titre ou un sous-titre extrêmement courant dans la musique de salon du XIXe siècle. Et si on parcourt le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, on en retrouve un certain nombre de valses sentimentales pour piano à partir de 1840, donc bien après Schubert. Tandis que valse noble est beaucoup plus rare. Il y a quelques rares cas autour de 1900, probablement dans une attitude un peu néoclassique. On retrouve une valse noble chez Reynaldo Hahn et une chez Charles-Marie Widor, par exemple. Parfois, le titre valse sentimentale, on le retrouve comme ça, tout simple, tout court. Parfois, il sert plutôt comme indication de genre après un titre évocateur. Ce titre peut évoquer les noms d'une bien-aimée. Exemple, Stella, valse sentimentale. Mariella, valse sentimentale. Léona, le sourire de Jeannette, valse sentimentale. Ou encore le rêve. Un rêve, valse sentimentale. Le rêve d'un ange. Rêverie au bal. Les rêves de jeunesse. Les illusions, toutes valses sentimentales. Ou encore le souvenir. Un doux souvenir, grande valse sentimentale. Mamiska, souvenir d'Amérique. Pensée, nouvelle valse sentimentale. L'adieu, valse sentimentale. Plus généralement, l'univers de l'amour ou de l'amitié. Pensée du cœur, valse sentimentale. Les 2 amis, la sympathie, en dernier amour, grande valse sentimentale. Ou encore, le champ lexical est lié aux fleurs. Rose blanche, valse sentimentale. Rose et pensée, valse sentimentale. Ça, c'est intéressant parce que Ravel, l'année suivante, 1912, transformera ces valses nobles et sentimentales en ballet, et le ballet sera intitulé Adélaïde ou le langage des fleurs. Et les titres de travail étaient Pamela ou les 2 roses. Donc, toujours question de fleurs. Ça fait partie de cet univers, de cet imaginaire qu'on peut retrouver dans cette carte postale qui est de 1912. L'histoire est l'histoire d'un bal chez une courtisane à Paris vers 1820. Donc, l'époque de Schubert. Okay. C'est une époque particulièrement aimée par Ravel. Le journaliste critique musical Georges-Jean Aubry décrit en 1927 la demeure excentrique de Ravel à Montfort-l'Amaury comme une reconstruction fragment par fragment d'une époque comprise entre 1795 et 1835. Telle, il dit,
est le style des meubles, du bibelot, du décor, où il se plaît. Au début du XXe siècle, ce répertoire de valses sentimentales de salon n'est pas complètement éteint. Durand, qui était d'ailleurs éditeur de Ravel, a publié en 1900 une valse sentimentale de Victor Dolmetsch. Et encore en 1905, donc l'année des miroirs de la sonatine, on retrouve Cœur de moineau, valse sentimentale, Nuit d'aveu, Un instant de bonheur. En 1910-11, donc même époque que la composition et la première exécution des valses nobles sentimentales de Ravel, il y a Tante Lily, valse sentimentale, Crépuscule d'amour et Je vous aime et j'en meurs, valse sentimentale. L'univers intertextuel du titre de Ravel se compose donc d'une référence explicite, qui est Schubert, ces deux recueils, de possibles références à des pièces isolées par des compositeurs canoniques, comme Schumann ou Tchaïkovski, mais aussi d'une évocation d'un imaginaire lié au monde de la musique en feuilles, la musique des amateurs, de la petite musique des consommations domestiques, du passé, mais encore vivante aussi du présent. Et remarquons que cette dernière dimension est mise au premier plan par le collègue et ami de Ravel, lui aussi membre des Apaches, Florent Schmitt, qu'on retrouve lui aussi ici, qui en 1912 publie un recueil de 6 humoresques pour piano à 4 mains, où on trouve toutes sortes de petits morceaux avec des titres caractéristiques, marche militaire, danse grotesque, et aussi valse sentimentale. Qu'est-ce que Ravel lui-même nous dit de l'inspiration du modèle de son masque de 1911 ? À l'occasion de 3 masterclass qu'il a donné en 1925 à l'École normale de musique de Paris, il dit au présent, conçu en général dans l'esprit des valses de Schubert, les unes nobles et les autres sentimentales, avec alternance des deux caractères. Il faut éviter les excès des rubato ou des rallentando afin de leur conserver leur allure véritable des valses idéalisées, mais qui ne doivent pas cesser d'évoquer la danse. Dans son esquisse autobiographique de 28, que j'ai déjà nommé, il ajoute « Le titre des valses nobles et sentimentales indique assez mon intention de composer une chaîne de valses à l'exemple de, rayé selon le guide de, Schubert. Il avait écrit « Mon écriture me paraît s'y être clarifiée », puis il corrige « À la virtuosité qui faisait le fond des Gaspard de la nuit, succède une écriture nettement plus clarifiée, qui durcit l'harmonie et accuse les reliefs de la musique. » Comparons ces déclarations avec ce qu'il dit à propos de La Valse, ce poème chorégraphique qu'il termine en 1919.
Ce sont des propos qu'il a tenus dans un entretien de 1920 pour une revue autrichienne à l'occasion d'un concert conçu dans un but diplomatique pour améliorer les relations franco-autrichiennes au lendemain de la Première Guerre. La valse est une synthèse des valses viennoises. À l'origine, j'ai pensé l'appeler Vienne. J'ai situé cette danse en un acte au Second Empire vers 1855. La première partie correspond à la naissance de la valse, etc. Cette œuvre m'a été inspirée par la musique de Johann Strauss, même si la mélodie est entièrement de ma composition. Valse noble et sentimentale est une autre œuvre de ma composition qui fut adaptée en ballet pour la scène sous le titre de Adélaïde ou le langage des fleurs. Donc, faisons quelques observations à partir de ces déclarations de Ravel. Première observation, Schubert est en effet dans l'horizon compositionnel de Ravel. Quoi de précis? L'esprit de ces valses, il nous dit. Un esprit qui est double, noble pour certaines, sentimental pour d'autres. Donc, une idée d'alternance. Deuxième observation, Ravel ne veut pas écrire des valses dansables, mais des valses idéalisées, un peu comme Bach quand il écrit des suites des danses. Troisième observation, Ravel insiste sur le caractère dépouillé des valses nobles et sentimentales. Il y abandonne la virtuosité de Gaspard de la Nuit. Notez que quand il dit clarifier, cette idée de clarté renvoie à une idée traditionnellement associée à la France par rapport aux pays germaniques et au XVIIIe siècle par rapport au XIXe. C'est comme s'il faisait un saut en arrière et un saut vers la France, d'une certaine façon. Quatrième observation, les valses nobles et sentimentales sont des valses d'une autre sorte par rapport à la valse. Le ballet qu'il en tire, Adélaïde, se situe à Paris en 1820, et non à Vienne vers 1850. Donc, la valse à Vienne vers 1855, Adélaïde à Paris vers 1820. Donc, c'est deux contextes d'imaginaire différents. En plus, elles sont conçues comme une série de courts morceaux, alors que la valse est un long poème chorégraphique à caractère narratif. Cinquième observation, en présentant les deux œuvres à Vienne en 1920, la valse est ouvertement rattachée à Strauss, tandis que pour les valses nobles et sentimentales, il ne fait aucune mention de Schubert, et pourtant, il était viennois lui aussi, donc c'était dans cet esprit diplomatique qu'il aurait pu nommer aussi Schubert. Pourtant, il y a au moins deux motifs musicaux qui sont présents dans les deux œuvres qui nous font douter de la nature très différente de ces deux œuvres telles que semble l'idée qui sort de cette déclaration de Ravel. La quatrième valse noble et sentimentale s'ouvre avec cette idée ta 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 qui se retrouve après dans la valse. Ta, 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 ta. Et la septième valse noble et sentimentale a à un moment donné un autre passage qui est repris dans la valse. Je vous fais écouter dans l'ordre. Les débuts de la quatrième. Je vais chercher le passage de la septième. Celui-là. Quand il reprend ses idées dans la valse, il les reprend inversées, c'est-à-dire l'idée de la septième arrive en première, suivie par l'idée de la quatrième. Je vous fais écouter ça.
va. La septième. Et on enchaîne avec l'idée de la quatrième. La musique semble donc être partiellement en contradiction avec les déclarations de Ravel. Est-ce qu'il y aurait donc un peu des valses viennoises à la Strauss, même dans les valses nobles et sentimentales? Cela ne finit pas là. Vladimir Yankelevitch, dans son ouvrage sur Ravel de 1955, a remarqué que le motif de ponctuation de la valse 7, ta-ta-ta, ta-ta-ta, tam, ta-ta-ta-tam, ce passage-là, qui se retrouve aussi dans la valse, serait emprunté à un morceau d'Emmanuel Chabrier, qui était un compositeur de la fin de siècle que Ravel et ses amis admiraient beaucoup et qu'il décrivait comme étant un mélange de malice et de sensibilité, et qui était promoteur à la fin du XIXe siècle d'un style un peu ironique, antiromantique. Ce passage en particulier se trouve dans la deuxième des 3 valses romantiques pour 2 pianos, et ça constitue le refrain de cette valse que je vous fais écouter. Voilà, cette ponctuation. On peut alors se demander, est-ce que ces valses nobles et sentimentales seraient peut-être un portrait général du genre de la valse, de Schubert à Schumann, en passant par Chopin, que Calvo Corresi avait cité dans sa dépréciation, jusqu'à Strauss et Chabrier, et même peut-être Gymnopédie de Satie, Satie qui avait été un des possibles auteurs de ces morceaux mystérieux selon les votations de 1911. Compliquons encore un peu plus les choses en ajoutant 2 autres déclarations de Ravel. Dans une lettre à un musicologue qui écrivait un livre, un traité d'harmonie, il écrit qu'il compare en fait un passage des valses nobles et sentimentales avec le début d'une sonate pour piano de Beethoven. Alors là, difficile de comprendre laquelle. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, j'ai une hypothèse, mais je ne vous la dis pas. La deuxième déclaration se trouve dans un petit bouquin que le pianiste Vlado Perlemutter, qui prenait des cours avec Ravel, note sur sa propre partition des valses nobles et sentimentales. Il écrit sur la valse numéro 5, celle-ci, dans l'esprit d'une valse de Schubert. Et dans son bouquin, il dit, c'est Ravel qui m'a dit d'écrire ça à ce moment-là. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est uniquement la 5 qui est dans l'esprit de Schubert? Et les autres? Écoutons-la.
pense que nous sommes tous et toutes d'accord sur le fait que c'est extrêmement loin du langage de Schubert. Et pourtant, au-delà de l'harmonie qui est très complexe, la construction de la pièce n'est pas si éloignée du modèle classique et a quelques traits communs avec les valses de Schubert. Vous me voyez venir, c'est le moment de voir, au-delà des titres et des déclarations, si musicalement il y a du Schubert dans Ravel ou pas, afin de mieux comprendre la relation entre Ravel et ses modèles déclarés. On va faire donc un peu d'analyse, mais ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de couleurs. Okay. Alors, commençons les choses dans l'ordre. Comparons l'accompagnement. C'est la seule des valses nobles et sentimentales de Ravel qui commence avec une mélodie accompagnée par une formule typique des valses pa, pa. On va essayer. Pa. Par comparaison, toutes les valses sentimentales de Schubert ont cette formule d'accompagnement, tandis que les valses nobles alternent entre des morceaux avec cet accompagnement pa et d'autres où les deux mains sonnent de façon homophonique à l'unisson. Je vous montre par exemple la première des valses sentimentales de Schubert. Vous voyez qu'il y a cet accompagnement pa du début à la fin qui sert de soutien à la mélodie à la main droite. Qu'est-ce qu'on peut dire de la forme générale? Alors, chez Schubert, c'est très simple. Il y a une première phrase, c'est la ligne d'en haut, qui est répétée 2 fois, et une deuxième phrase, la ligne d'en bas, qui est répétée 2 fois. On va l'écouter. C'est la répétition de cette première phrase. Deuxième phrase. Répétition de la deuxième phrase. Chez Ravel, il suffit de regarder. Vous voyez, il y a une partie centrale où il manque le pa. Je n'ai pas mis les bleus. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a au moins une partie centrale, ce qui manque dans la musique de Schubert. Si on compare le début et la fin, ils sont presque pareils. Et la deuxième partie de la première section partage la même texture de la première, mais avec des notes différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai changé un tout petit peu la teinte du vert. Donc, vous voyez, chez Ravel, on n'a pas la même structure qui était la structure des danses typiques du XVIIIe jusqu'au début du XIXe siècle, qui était une structure A répétée, B répétée. Chez Ravel, c'est beaucoup plus varié la structure. Mais nous pouvons noter quand même que la structure de chaque phrase est très classique, au sens que chaque phrase est constituée de 4 mesures. La première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième phrase. Vous le voyez très bien parce qu'il y a même des petits traits de respiration qui disent la phrase finit là. Donc, c'est cette fameuse clarté que Ravel déclarait, cette recherche d'un esprit classique qui se manifeste notamment dans cette carrure mélodique. C'est donc un trait d'attitude néoclassique qu'on peut reconnaître effectivement dans ces morceaux. Vous voyez, si on va avec la loupe de l'analyste, au-delà de l'impression sonore, Schubert peut être trouvé dans ces valses nobles et sentimentales. Cependant, la seule écoute et quelques considérations globales, notamment sur la construction de la forme, semblent plutôt suggérer une grande distance entre les recueils de Schubert et celui de Ravel. En ce qui concerne l'accompagnement,
Il y a très peu de papa chez Ravel. Cette 5 est vraiment une exception, tandis que chez Schubert, on a vu, toutes les sentimentales sont papa. Les choix formels, extrêmement variés chez Ravel, tandis que chez Schubert, c'est tout le temps la même chose. Ce qui choque à l'époque de la première est surtout l'harmonie de ces valses de Ravel. Calvo Corresi, on l'a déjà cité, avait mentionné Chopin dans son impression. Je vous rappelle, ce jeune compositeur a maladroitement contrefait les valses de Chopin. Bon, dans les faits, la seule caractéristique chopinesque trouvée par la loupe des musicologues est un petit détail. Ce rythme, qui vous voyez est un peu une sorte de papa à l'envers. Donc il y a une note aiguë, ti papa, ti papa, ti papa. C'est une sorte de donc papa à l'envers qui va au double du temps par rapport à papa normal. Il y en a deux dans une mesure au lieu qu'une, qui effectivement on peut trouver dans deux morceaux de Chopin. La valse en la bémol majeur et le scherzo opus 54. Je vous fais écouter le début de la valse en la bémol majeur. Vous voyez, il y a cette sorte de superposition de deux rythmes ternaires. En de la mesure. Bon, à partir de ces analyses comparatives intertextuelles qui ont fait l'objet de plusieurs thèses de doctorat, comme vous pouvez l'imaginer, les musicologues adoptent trois positions possibles face à la relation valse noble sentimentale et Schubert. Première position, Schubert est effectivement le modèle, mais traité à la Ravel, c'est-à-dire en le cachant. Deuxième position, Schubert est un des modèles. Les valses nobles sentimentales, pour citer une de ses fameuses thèses, incarnent en quelque sorte une synthèse de toutes les expériences musicales liées à la valse et sont un hommage à la culture musicale amateur, au piano de salon de l'époque Biedermeier jusqu'au présent. Troisième position, Schubert n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est que le titre qui est un clin d'œil à Schubert, mais on l'a vu, un clin d'œil pas seulement à Schubert. Et Ravel l'a choisi non tant pour renvoyer à la musique de Schubert qu'un pour sa sonorité précieuse, élégante, érudite, valse noble et sentimentale. Ça sonne bien, on est d'accord. D'ailleurs, un musicologue qui s'appelle Michael Puri suggère plutôt que ces recueils ne seraient pas un hommage à Schubert, mais à Schumann. Alors là, parce que donc à l'idée d'un recueil des petits morceaux dans un cycle, un peu comme Papillon ou Carnaval. Bref, peu importe la position qu'on choisit, une chose est certaine. Sous la loupe des analystes, le travail de Ravel semble pouvoir fonctionner comme un lieu de mémoire, ou si vous préférez, une madeleine, dans laquelle chacun arrive à entendre des bribes d'un passé musical lié à la valse. Récapitulons. Le titre fait une référence explicite à Schubert, mais non seulement. Ravel appuie cette référence au moins en termes généraux, il dit « dans l'esprit de Schubert », mais il reste un gros détail, les valses nobles et sentimentales sont généralement extrêmement différentes du point de vue de la forme, des gestes, de la sonorité générale des valses de Schubert. Comme dans le célèbre Magritte, ce titre nous invite à explorer un décalage, à confronter nos attentes et finalement à rester perplexes. Donc, vous savez mieux que moi, la pipe de Magritte est une reproduction en 2 dimensions d'une pipe, et donc ce n'est pas une vraie pipe. Okay? Les valses nobles et sentimentales sont du Ravel d'après Schubert, donc c'est une pipe à la Magritte, ou plutôt le contraire.
est-ce que peut-être c'est Ravel qui déclare un modèle pour faire briller non pas sa présence différente, mais son absence, donc plutôt de cette façon-là. On déclare, ceci est une pipe, mais finalement c'est une locomotive. Alors, Ravel s'est exprimé quelquefois sur les titres qu'il a donnés à ses œuvres. Dans les masterclass déjà mentionnés dès 1925, à propos de la pavane pour une enfante défunte, il écrit, il dit « N'est pas attaché au titre plus d'importance qu'il n'en a. Évitez de dramatiser, ce n'est pas la déploration funèbre d'une enfante qui vient de mourir, mais l'évocation d'une pavane qu'aurait pu danser telle princesse, peinte par Velázquez jadis à la cour d'Espagne. » Et ailleurs, il dit « Pour moi, je n'ai songé, en assemblant les mots qui composent ces titres, qu'au plaisir de faire une allitération. Enfante défunte. » À propos du tombeau de Couperin, il dit « Ne pas tenir trop compte du titre. Seule la Forlane serait à inspirer du style de Couperin, interprété. Le serait plutôt dans le style de Scarlatti, sauf le rigodon et le menuet plus proches des Français de la fin du XVIIIe siècle. Gaspard de la Nuit est présenté comme étant une exception. Le titre, les poèmes, l'époque de ces poèmes indiquent là un état d'âme romantique. Il dit, c'est un peu une sorte de pastiche que l'on doit jouer avec la sentimentalité de Liszt ou Chopin. Donc Ravel nous met en garde à plusieurs reprises contre une interprétation trop littérale de ces titres qui semble souvent se classer dans la catégorie « ceci est une pipe ». Avec, comme exception notable, Gaspard de la Nuit, qui a du vrai romantisme. Il faut le jouer comme tel. Et on pourrait ajouter aussi la valse. La valse qui est un hommage déclaré à la valse viennoise. Il faut savoir que dans les valses nobles et sentimentales, il n'y a pas juste le titre, il y a aussi un épigraphe. Le plaisir délicieux et toujours nouveau d'une occupation inutile. C'est une citation de Henri de Régny. Comme le dit Daniel Sansu, il ne faut pas négliger la fonction des seuils, ici l'épigraphe, dans l'interprétation d'un titre parodique. Ravel semble vraiment suggérer, comme le faisait Éric Satie, qu'il admirait, que son titre, Valsemble sentimental, est lui aussi un plaisir délicieux et inutile, un jeu avec les mots, comme enfante défunte. Les notes musicales qui ouvrent les recueils peuvent être lues en ce sens comme un jeu avec une formule rythmique. Celle-ci, alors je vous ai mis les petites boules, ça veut dire rapide, les petits carrés, ça veut dire le double que la boule, et le rouge, ça veut dire accentué. Donc ça, c'est le rythme de la première valse de Ravel, ta 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 ta. C'est une formule qu'on retrouve avec quelques variantes dans les valses nobles de Schubert. Dans la première, elle est là de cette façon, donc avec les accents complètement inversés par rapport à Ravel, ta 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 ta. Dans la valse noble numéro 2, elle revient toujours avec d'autres accents encore, ta 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 ta. Et voilà. Je vous fais écouter dans l'ordre les deux de Schubert et puis Ravel. La deuxième. Et Ravel. Je vous fais écouter aussi la version pour orchestre de celle de Ravel, qui accentue encore davantage cette dernière note, parce que dans l'orchestration, il ajoute sur cette note-là les tambours et les cymbales. Donc,
si on croit à Ravel qu'il suit l'esprit de Schubert, cet esprit de Schubert semble être, dans ce cas, celui du jeu du déplacement des accents. Ravel continue ce jeu délicieux et inutile de déplacer des accents. Et il propose de nouvelles variantes par rapport à Schubert, faisant semblant que Schubert mettait, comme un cubiste, faisait glisser l'oreille sur l'œil droit, Ravel fait glisser l'oreille sur l'œil gauche. Voilà. Et la phrase qui suit, dans cette première valse de Ravel, pousse encore plus loin ce jeu avec les accents parce qu'il ajoute un accent là où Schubert jamais l'aurait mis, sur un temps plus que faible. Vous le voyez là. Revenons donc à la question du titre. Il serait possible, après toutes ces considérations, de considérer que ce titre est purement allusif. Qu'est-ce que je veux dire ? Prenez l'exemple du titre « Suite française » que Irène Nemirovsky a donné à son roman. En donnant ce titre, elle ne nous demande pas d'aller chercher un modèle chez Bach. De la même façon, les valses nobles sentimentales alludent, font allusion à des titres existants, des Schubert, mais aussi d'autres personnes, sans plus. Pure allusion. Autre option. Le titre de Ravel est un pur jeu linguistique, comme en fente de feinte, basé sur un phénomène de résonance intertextuelle. C'est le cas du roman « Guerre et guerre » du prix Nobel de cette année de la littérature Laszlo Krasznahorkai. C'est un titre « Guerre et guerre » qui est particulièrement fort parce qu'il évoque chez nous « Guerre et paix » de Tolstoï. Mais cela ne veut pas dire que Krasznahorkai nous demande d'aller chercher des hypotextes tolstoïennes dans son roman. C'est juste pour donner une force à ce titre. Pour ma part, je pense que Ravel nous indique un modèle pour nous pousser à faire des comparaisons, ou plus généralement, pour nous pousser à nous faire des attentes. En lisant Valse noble sentimentale, qu'est-ce qu'on a en tête? Qu'est-ce qu'on s'attend d'entendre? Et pourquoi il nous invite à faire ces comparaisons? Parce qu'il veut qu'on remarque la différence. Ce titre est donc une sorte d'activateur. Il pousse à une écoute active. À chaque fois, on écoute le valse sentimental et on dit « Est-ce que c'est du Schubert? Est-ce que c'est du Schumann? Est-ce que c'est du Chopin? Est-ce que c'est du Strauss ici peut-être ?» Et au début des recueils, cela semble marcher. On reconnaît la formule rythmique des valses nobles de Schubert. Plus loin, on reconnaît peut-être une formule que Chopin a utilisée 2 fois. On reconnaît une formule que Chabry a utilisée 1 fois. Mais au-delà de ça, le titre devient encombrant. Non seulement il devient inutile, parce que les modèles auxquels il renvoie sont partis, mais dérangeant. On voudrait écouter tout simplement les valses nobles et sentimentales de Ravel, mais la présence de ces titres nous force à la comparaison. Comme chez Magritte, on ne peut pas tranquillement regarder les tableaux sans penser au décalage qui existe entre la reproduction et l'objet. Quel est donc le statut de cette œuvre? Est-ce du néoclassicisme? Dans un récent article, j'ai proposé une grille permettant de catégoriser les œuvres musicales qui font référence à un modèle du passé. Une des catégories, on peut l'appeler le classicisme vivant. Il s'agit des cas où il y a une œuvre qui utilise une forme du passé, mais qui ne s'est jamais interrompue. Par exemple, si on écrit un quatuor à cordes en 1930, on suit tout simplement une tradition des compositeurs qui ont écrit des quatuors à cordes à partir de la fin du XVIIIe siècle, sans jamais s'interrompre. C'est s'inscrire dans une tradition, mais qui ne s'est jamais interrompue.
Les valses nobles et sentimentales peuvent rentrer dans cette catégorie. On a vu qu'on a continué à composer et publier des valses pour piano à la Belle Époque, et même des valses sentimentales. Il n'est donc pas impossible que certains acheteurs potentiels du recueil de Ravel ont vu les titres dans la vitrine d'un magasin de musique, ont pu croire à des pièces de salon, « Ah, je vais rajouter une danse sentimentale à mes collections », et arriver à la maison, paf, douche froide. Autre catégorie, ce qu'on peut appeler pastiche restauration. Il s'agit d'une transcription plus ou moins personnalisée d'une œuvre préexistante. Qui peut aller, donc on prend un texte de base et on peut se limiter par exemple à l'orchestrer, ou bien on peut jouer un peu, récomposer un petit peu ce texte-là. Ravel fait cela avec Chopin dans les ballets, pour les ballets Les Sylphides, il orchestre des valses de Chopin, ou pour le Carnaval de Schumann pour faire ses ballets. Et c'est le cas typique qu'on nomme d'habitude, c'est Pulcinella de Stravinsky, qui pêche des mélodies dans certains recueils de Scarlatti, autres compositeurs du XVIIIe siècle. Alors là, on a une certitude, ce n'est certainement pas le cas des valses nobles et sentimentales, parce qu'il manque ce modèle, cet hypotexte clair qui sert de point de départ. Dans ma catégorisation, je réserve la catégorie de néoclassicisme à proprement parler uniquement à l'attitude qui implique une appropriation, souvent par une compilation de gestes, de motifs, de timbres trouvés dans un passé musical et qui sont réassemblés pour composer une œuvre musicale, donc moderne, dans un esprit moderniste. On retrouve des bribes d'un passé, on les réutilise pour composer quelque chose qui sonne très moderne. C'est une attitude qui peut se décliner en plusieurs sous-catégories, dont celle qui nous intéresse ici est celle de historicisme ou évocation-hommage, c'est-à-dire faire ces nouvelles pièces qui pêchent dans le passé avec un esprit rétrospective, idée de renvoyer en ailleurs qu'on admirait pour lui rendre hommage. Eh bien, les valses nobles et sentimentales peuvent rentrer aussi dans cette catégorie. Leur titre renvoie au recueil de Schubert, le geste initial renvoie aux valses nobles, d'autres passages renvoient à d'autres auteurs de valses. Donc on a le choix, si on veut vraiment catégoriser ces recueils dans la catégorie des néoclassicismes. Si on accentue la lecture classicisme vivant, les valses nobles et sentimentales résultent très ironiques. On dirait que Ravel se moque ou se fiche de tout ce qu'on s'attend d'une valse. Donc, il s'inscrit dans une tradition, mais il fait tout le contraire de ce qu'on pourrait s'attendre. Si on accentue les lectures hommage par appropriation, les valses nobles et sentimentales nous invitent à une écoute intertextuelle pleine de surprises. Ah, du Chopin, ah, du Strauss, Chabrier. L'exercice que nous avons fait ce soir pourrait être appliqué à un grand nombre d'œuvres de Ravel, du Menuet antique au tombeau de Couperin, à Tzigane, au boléro, pour lesquels, vous savez, Ravel imaginait un décor d'usine, décalage. Et bref, c'est l'exercice que je vous donne donc pour la prochaine fois, s'il y aura une prochaine fois, j'espère. Mais pour aujourd'hui, je vais donner le dernier mot à Roland Manuel, qui nous dit rien. Je ne l'ai pas écrit, je le lis. S'il est aisé de parler de pastiche à propos de Ravel, il l'est moins de découvrir ses modèles. Et quand d'aventure il prend soin de les désigner lui-même, il faut bien prendre garde de n'accepter son aveu que sous bénéfice d'inventaire. Merci pour votre écoute.